On va faire la même intro que d'habitude. Donc merci aux ceux qui sont déjà venus et celles qui sont déjà venus d'être arrivés à l'heure pour s'occuper à nouveau de l'introduction, je pensais que vous en avez beaucoup. Du coup, notre groupe d'organisation, c'est Marion, Sylvain et moi. Notre but, ça va être d'organiser plein d'apéros dans l'année. J'ai une fiche pour avoir l'ordre de ce que je dois dire. Vous voulez vous présenter à tour de rôle, comme ça, tout le monde vous connaît, mais pas la peine. Marion va animer le troisième moment de la soirée, Sylvain va parler tout à l'heure, et moi je parle maintenant. Dans l'ordre, j'étais censé parler de l'aquarium parce que c'est pour les remercier de nous faire confiance et d'être sympa de nous accueillir. C'est une équipe qui sont des bénévoles, qui sont sympas. Et on est très content de pouvoir compter sur leur aide et sur le fait qu'on n'ait pas à sortir d'argent, donc nous on peut rester un collectif informel. Et notre but à nous, c'est d'organiser des apéros comme ça dans l'année, donc les 4e vendredis, en essayant de rester sur le mode gratuit, enfin payer l'adhésion en lieu, et puis ensuite des coups à boire si vous voulez, mais c'est gratuit. Et comme ça, vous n'allez pas sortir d'argent, non plus, ça va bien à tout le monde, on n'a pas d'association. Le but par contre, c'est que vous soyez intéressés par la suite pour venir vous aussi prendre la parole. Donc on veut que ça tourne dans l'année. Là ce soir ça va être le cas, on va avoir 2 présentations, dans une personne nouvelle. Je fais pas du tout un ordre de fait. Ok. Je vais revenir sur l'ordre. Du coup, nos objectifs, c'est de réussir à réunir des gens qui s'intéressent aux idées de l'esprit critique ou du scepticisme. C'est pour ça que ça s'appelle apéro-sceptique. S'il y a des gens qui ne voient pas du tout ce que c'est, j'explique en 2 mots, c'est la partie que je peux expliquer en 2 mots le scepticisme. Qui c'est qui n'a jamais vu un apéro-sceptique? Il y en a. Il y en a pas mal quand même. Bon, bah, le scepticisme, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire le sketch que l'intro soit pas trop longue. Non, le scepticisme, c'est tout ce qui est autour de penser les biais cognitifs, donc les façons dont le cerveau mal fonctionne. C'est penser aussi aux manipulations du langage, c'est penser à ce qui est faux, c'est essayer de remettre en question nos connaissances et nos croyances. À peu près? Okay. Donc comme je disais, notre but c'est d'être assez ouvert pour vous permettre de prendre la parole, de ne pas être un comité d'animation d'événements, mais un groupe d'organisation pour vous venir nous parler. On essaie de faire quelque chose d'assez horizontal, donc ça ne sera pas forcément des gens qui sont experts, mais des gens qui ont travaillé un sujet, qui ont bossé leur sujet pendant un moment et qui ont envie de le partager avec d'autres personnes. Et on accepte très bien les critiques, aussi bien positives que négatives. Si vous voulez bien nous voir après pour nous dire que on est trop méchant, qu'on n'explique pas les mots très bien, vous avez le droit de venir nous voir ou de nous envoyer des mails ou d'aller voir sur la page Facebook. Voilà. Pour la suite de l'année, où ça sera le 4e vendredi, le programme pour les 2 prochaines fois est sur notre page Facebook. En octobre, ce sera sur les pseudosciences occultes. On va parler de langue des oiseaux, d'alchimie, de divination. Chouette. Et en novembre, on va parler de musique avec 3 ou 4 présentations autour des croyances sur la musique. Je regarde Marion, c'est vrai pas bien. Pour les suivantes, on a plein d'idées de thèmes, mais en fait, les thèmes, on attend de vous que vous nous aidiez à les remplir. Pour chaque soirée, on va essayer de proposer plutôt des petites conférences, 2, 3, et après un temps commun, parce que le but à nous, c'est de ne pas vous faire des conférences YouTube ou des résumés de bouquins, parce que ça, vous pouvez faire de votre côté, c'est qu'on réussisse à échanger autour de tout ça. Donc là, il y a 2 présentations, et ensuite, on va échanger ensemble et faire un jeu. Donc la première présentation ce soir par Sylvain, alias Débunker des étoiles, qui sera sur le 11 septembre, causes et conséquences. Et la deuxième, qui est là. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, en fait, je suis Ardès de Notions d'Histoire. Ardès. Donc voilà, moi je suis Ardès de Notions d'Histoire, en fait, pour ceux qui me connaissent un peu par le groupe Zéchétique, archéozéchétique et consorts. Je suis vulgarisateur principalement en histoire. Je fais de l'analyse historique, de la critique et du débunking sur des sujets qui font généralement un appel à l'histoire assez fréquent. L'origine paléo-septogène et, en l'occurrence, les origines du complot juif en lien avec le 11 septembre. Voilà. Et après, on fait un jeu. Voilà. C'est bon pour moi, tu veux dire un mot plus? Alors, on a mis à disposition des post-it au fond de la salle. Ils sont à côté de l'entrée maintenant. Il y en a de 2 couleurs, il y a toujours 2 couleurs, oui. Il y a toujours 2 couleurs, donc il y a les oranges et les verts, si je me dis. Ok. Donc en fait, c'est pour vous proposer, vous inviter à dire déjà 2 choses. Donc les post-it verts, c'est les thèmes que vous aimeriez voir abordés dans ces apéros sceptiques. Et les post-it oranges, c'est si vous vous sentez la compétence
pour présenter, pour faire une présentation. Donc comme l'a dit Noé, en fait, on n'attend pas des présentations d'experts, on attend des présentations de passionnés, de gens qui ont bien étudié une question, qui ont envie de nous faire partager. Et donc ça, c'est les post-it orange, donc vous pouvez dire votre sujet de prédilection et donner votre mail. On a besoin, en fait, on a vraiment besoin, parce que pour l'instant, on a 3 soirées prévues, 3, dont celle-ci, donc il n'y en a plus 2, après on a octobre et novembre. Après, on a la rue, les gars, sans vous, on fait rien. Vraiment, enfin, on a des thématiques qui nous ont été suggérées par les post-it l'an dernier, mais on va vraiment avoir besoin de gens qui se proposent pour présenter, parce que, voilà, nous, encore une fois, on est plus, comment dire, on organise, on rassemble, on essaie de coordonner tout ça, mais c'est tout, quoi. On est rien d'autre. Et c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. On refera un appel culpabilisant à la fin. On se tient aux proches, tout ça. C'est bon? Merci. Alors, bonsoir. Moi, je vais faire la présentation sur le 11 septembre, causes et conséquences. Je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ma chaîne, le Débunker des étoiles? Pas beaucoup, donc. Alors, petit clin d'œil pour ceux qui connaissent ma chaîne. Un de mes amis complotistes a tenu à faire un petit concours ce soir. Je m'appelle Kenny et je déclare cette cérémonie des moutons, que je veux dire des sceptiques, ouverte. Voilà. Il n'a pas fait exactement comme je lui demandais, mais... comme vous le savez tous, hier, il y a eu un anniversaire. Alors, comme vous le savez, j'espère tous, il y a eu un anniversaire. C'était donc le 11 septembre. Il y a 17 ans, 2 tours s'écroulaient, 3 tours, pardon. Ah, pardon, peut-être beaucoup plus. Pas mal de tours se sont écroulés. Et... Ça arrive. Ouais, c'est l'autre. Et j'aimerais, avant tout, commencer par un petit bot. Voilà. Un petit bot, sachant, j'aimerais bien savoir si vous pensez que la version officielle des événements est la plus crédible, ou bien si une des versions alternatives vous semble la plus crédible, ou bien si vous... tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Le diaporama après, à droite encore. Encore. F5. Voilà. Et là tu cliques. Voilà, alors, ou si vous préférez suspendre votre jugement, ou si vous en avez rien à foutre. Parce que le 11 septembre, dans votre quotidien, on est d'accord. Non, absolument. Moi, j'y ai passé des années dessus, je sais pas pourquoi. Alors, qui pense que c'était un attentat terroriste, comme le dit la version officielle? Tout n'est pas compatible. Hein? Les 4 réponses ne sont pas compatibles. Vous pouvez répondre à plusieurs réponses si vous sentez. Qui pense que certaines théories alternatives sont plus crédibles? Et il est pas plus. Qui préfère suspendre son jugement? Position rationnaliste, zététique. Qui n'en a absolument rien à foutre? Qu'est-ce que vous faites ici? On va passer maintenant à une petite vidéo. La première vidéo, s'il te plaît. Donc, ça va peut-être vous étonner un petit peu de voir cette vidéo-là, en début de ma présentation, mais j'ai envie de vous montrer, comment ceux qu'on appelle les complotistes, mais je ne voudrais pas non plus être trop négatif non plus, les gens qui doutent de la version officielle du 11 septembre, disons plutôt, comment ils perçoivent la version officielle, comment ils nous la résument en 5 minutes. Dans la matinée du 11 septembre 2001, 19 hommes armés de cutters, dirigés par un homme sous dialyse depuis une caverne forteresse de l'autre côté du monde en utilisant un téléphone satellite et un PC portable, ont réalisé la pénétration la plus sophistiquée de l'espace aérien le plus protégé au monde.
Sans parlant des passagers et des pilotes, tous d'anciens pilotes de chasse, de 4 vols commerciaux qu'ils détournèrent de leur route pendant plus d'1 heure, sans jamais avoir été inquiétés par un seul chasseur d'interception. Ces 19 pirates, religieux fondamentalistes dévots qui aimaient boire de l'alcool, sniffer de la cocaïne et vivaient avec des stripteaseuses, ont réussi à abattre 3 immeubles à l'aide de 2 avions à New York. Cependant qu'à Washington, un homme incapable de piloter un monomoteur Cessna a été capable avec un 757 de faire une boucle en descente de 2400 mètres à 270 degrés pour arriver en parfait azimuth et percuter le Pentagone au niveau du bureau des analystes du budget où des employés du ministère enquêtaient sur le mystère des 2300 milliards de dollars que Donald Rumsfeld, secrétaire d'État, avait annoncé manquant des coffres du Pentagone dans une conférence de presse tenue le jour précédent, le 10 septembre 2001. Par chance, les médias ont su qu'il avait fait en quelques minutes. Osama Bin Laden. Et les grands comptes en quelques heures. Osama Bin Laden. Les officiels dans la journée. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Et les preuves sont littéralement tombées dans la poche du FBI. The hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site. You can believe that. Mais pour une raison ou une autre, des conspirationnistes fous ont demandé une enquête sur la plus grosse attaque perpétrée sur le sol américain de toute l'histoire. Cette enquête a été retardée, sous-financée, sabotée, en conflit d'intérêts et menée secrètement du début à la fin. Elle était basée sur des témoignages obtenus sous la torture et dont on a détruit les enregistrements. Elle n'a pas mentionné l'existence du Building 7, Devil Danger, Tetch, Civil Edmonds, Ben Laden et la CIA, et les manœuvres militaires simulant des avions détournés et jetés sur des immeubles menées au moment précis où c'était en train de se produire. Elle a été trompée par le Pentagone, la CIA, l'administration Bush, et à propos de Bush et Cheney, eh bien, personne ne sait ce qu'ils ont dit car leur témoignage était secret, pas enregistré, pas sous serment et à huis clos. Ce n'était pas important de chercher qui a financé les attaques, car cette question a peu de signification pratique. Cependant, la commission d'enquête du 11 septembre a brillamment répondu à toutes les questions du public, excepté la plupart de celles posées par les familles des victimes, et a pu pointer les fautes des personnes responsables, bien qu'aucune n'ait perdu son boulot, déterminant que ces attaques étaient dues à failure of imagination. Parce que The way our government at least, and I don't think the prior government could envision flying airplanes into buildings. Excepté le Pentagone, la FIMA, le NORAD et le NERO. La DIA a détruit 2,5 téraoctets de données sur Rebel Danger, mais c'est ok car ce n'était probablement pas important. La SEC a détruit les données sur l'enquête concernant les délits d'initiés avant les attaques. Mais c'est ok car la destruction des données relatives à la plus grosse enquête de toute l'histoire de la SEC fait partie de ses routines d'archivage. Le NIST a classé secret son modèle mathématique utilisé pour l'effondrement du building numéro 7. Mais c'est ok car le révélé aurait compromis la sécurité publique. Le FBI a argué que tout ce qui concerne leur enquête sur le 11 septembre doit être tenu secret. Mais c'est normal car le FBI n'a probablement rien à cacher. Cet homme n'a jamais existé, et rien qu'il ait dit ne mérite votre attention. Si vous dites le contraire, vous êtes un conspirationniste paranoïde qui mérite d'être mis au banc de l'humanité. Comme lui, et elle, et lui. Ben Laden a vécu dans une grande forteresse des montagnes d'Afghanistan, mais il a pu s'échapper. Puis il s'est caché à Tora Bora, mais il a pu s'échapper. Puis il a vécu 10 années à Abbottabad, mettant en échec le réseau d'espionnage le plus efficace et le plus sophistiqué du monde et de l'histoire, tout en publiant vidéo sur vidéo en totale impunité, rajeunissant au gré des vidéos réalisées, avant d'être capturé par un vaillant commando de Navy Seals dans une opération non filmée, durant laquelle il n'a pas résisté ou peut-être utilisé sa femme comme bouclier humain, et pendant laquelle ces as des forces spéciales ont paniqué et tué cet homme désarmé, censé être la meilleure source d'information de la planète concernant le terrorisme. Puis ils l'ont jeté dans l'océan avant d'en parler à quiconque. Puis 2 douzaines de membres de ce commando ont péri dans un crash d'hélicoptère en Afghanistan. Ceci est l'histoire du 11 septembre, comme elle vous est rapportée par les médias qui vous ont dit la pure vérité sur... Et... They took the babies out of incubators. Et... Mobile production facilities. Et... The rescue of Jessica Lynch. Si vous avez un doute sur cette histoire, vous êtes une chure de rat, un paranoïaque, un cinglé, vous détestez les chiens et les enfants, et vous serez conspué par le monde entier. Voilà. Bon, ça va, vous décompressez. Il y avait de la densité. Hein. Du coup, un petit revote qui a au moins un petit doute maintenant sur la version officielle. Mais n'ayez pas honte, même un petit doute, genre un petit truc, genre ça vous va, quand même c'est bizarre. C'est pas une honte d'avoir des doutes, c'est même raisonnable. Il n'y a pas de jugement. D'accord. Bon. Et bien maintenant, je voudrais vous parler de Reopen 9/11, qui sont ceux qui ont commis cette vidéo, ou à tout le moins, qui l'ont relayée partout, et qui sont ceux qui ont vraiment participé au succès fulgurant de cette vidéo, qui s'est vraiment énormément partagée. Reopen 9/11, qui connaît?
Ah oui, il y a pas mal de gens. Alors, Reopen 9/11, c'est une association qui milite pour la réouverture d'une enquête sur le 11 septembre. Donc ça, c'est une chose. Alors par contre, le problème, c'est que Reopen 9/11, ils ont une manière d'argumenter qui est très maligne, qui est très intelligente, qui est de ne pas avoir de version. Ils disent, nous, on ne défend pas de version. On fait que poser des questions. On attend les preuves. Voilà. En fait, alors ça peut paraître comme étant une posture très raisonnable en soi, en accord avec ce que nous on pense aussi, enfin, ce que la zététique, le scepticisme nous apprend. Mais il y a un petit problème avec ça, c'est que du coup, c'est une position inattaquable. C'est-à-dire qu'en fait, dans un débat, ils sont absolument intouchables, parce qu'ils n'ont pas de version à défendre. Ils n'ont absolument aucune version. On ne peut pas les attaquer, on peut pas attaquer ce qu'ils ont à défendre, ils n'ont rien à défendre. Donc ça, c'est un petit problème. Je vais vous montrer une petite vidéo d'illustration, deuxième vidéo s'il te plaît. Petite vidéo d'illustration pour montrer ça. C'est une méthode d'argumentation. Bonjour. Bon bah j'attends, hein. Vous attendez quoi? Bah l'épreuve de la responsabilité des islamistes d'Al-Qaïda dans le 11 septembre. Et ça? Ça, non, ça ne me convient pas. Et ça alors? Ça c'est... Vous avez le vrai sur la main? Ah bah non. Reconstitué, non? Bon bah, tant pis. Et ça? Ça c'est... Alors là, non, ça ne me conviendra pas. Non. Vous avez pas autre chose? Des vraies preuves, non, peut-être? Non? Pas plus? Non? Ok, bon bah, je suis pas convaincu, hein, je suis désolé. Hein. Mais je suis ouvert à toute proposition, hein, je défends aucune théorie, moi. Voilà, donc j'espère que vous voyez le problème que cela pose derrière, au niveau de l'argumentation. Vous l'aurez compris, ils seront probablement jamais satisfaits par aucune preuve. Puisqu'en réalité, ils ont pas envie d'y croire. Quelque part, s'ils donnent de leur temps et de leur argent dans cette association, c'est pas juste pour ouvrir une enquête. C'est pour ouvrir une enquête qui leur donne raison. C'est-à-dire une enquête en faveur d'une des théories du complot. Et là, je sais que ça a l'air un procès d'intention dit comme ça, mais vraiment, allez voir leur site et vous verrez qu'ils ne partagent que des enquêtes à charge contre la version officielle, jamais des enquêtes à décharge. Ou alors c'est pour les descendre en flèche. Et puis on voit aussi qu'ils citent des gens assez étranges. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? Alors je sais pas si ça se voit beaucoup, non, ça se voit pas trop. On voit par exemple qu'ils citent Robert David Steele, voilà, comme référence, comme auteur. Ils le citent dans 33 de leurs articles sur Internet. Alors, Robert David Steele, c'est celui qui pense qu'il y a des colonies d'enfants esclaves sur Mars, aussi. Voilà. Donc ça, c'est une référence pour Open 9/11, par exemple. Alors, pourquoi pas? Parce que peut-être qu'il a raison sur le 11 septembre, et que sur les colonies d'enfants esclaves sur Mars, peut-être qu'il a tort. Alors, moi, ce soir, j'aimerais bien m'attaquer à cette vidéo-là que vous venez de voir de Open 9/11, la vidéo de 5 minutes, et m'attaquer aussi à un de leurs arguments qui revient souvent, les preuves de la responsabilité de Ben Laden et d'Al-Qaïda dans le 11 septembre. En fait, ce soir, j'aimerais bien m'attaquer à un homme de fer. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un homme de fer? Hein? Oui, un homme d'acier, de fer. En fait, c'est le contraire d'un homme de paille. Un homme de paille, en langage sceptique, un homme de paille, c'est quand on attaque un argument faible de l'adversaire, voire même dont on a travesti la réalité pour le rendre encore plus faible. Et là, un homme de fer, c'est l'inverse. C'est quand on va attaquer les meilleurs arguments de son adversaire. Ou du moins, voilà, pour ce qui est de la vidéo, c'est la vidéo sans doute qui était le plus partagée de Open 9/11, celle que vous avez vue en début de conf. Et pour l'argument des preuves de la responsabilité de Ben Laden, c'est vraiment leur plus gros argument, c'est qu'il n'y a pas de vraie preuve de la responsabilité de Ben Laden et d'Al-Qaïda. Je veux bien passer à la slide d'après. Voilà, ça c'est une blague. Ensuite, voilà, si vous voulez un exemple d'homme de paille, tiens, puisqu'on parlait des hommes de paille, c'était par exemple la vidéo que vous avez vue, hein, de Open 9/11. Ça, c'était un homme de paille. C'était totalement un homme de paille. Ils nous ont parlé de la version officielle en 5 minutes. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est ça. Ça, c'est ce qui pourrait se rapprocher plus de la version officielle du 11 septembre.
C'est le rapport de la commission Keane, c'est un peu l'équivalent du rapport de la commission Warren pour l'assassinat de JFK. Donc c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus de la version officielle du 11 septembre, comme le disent les complotistes. Enfin, personne qui doute de la version officielle. Alors effectivement, il faudrait y rajouter les 10 000 pages de données du NST, les centaines de pages des rapports du FEMA, de la NTSB, du NEADS, de tous les universitaires indépendants qui ont bossé là-dessus, Bazan, Kiran, etc. Mais bon, on va s'en tenir juste au rapport politique, hein, celui de la commission, établi par 5 sénateurs républicains et 5 démocrates. À votre avis, est-ce que, quand vous lirez ces 500 pages, est-ce que ce sera aussi simpliste que la vidéo de 5 minutes du début? Non. À l'évidence, non. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. C'est pas parce qu'on écrit beaucoup de pages qu'on a raison. Mais n'empêche que c'est largement pas aussi simpliste que ce qui nous a été montré. Alors, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu comment cette vidéo de Reopen 9/11, au début, là, qu'on a vue, comment elle nous manipule. Alors, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite, du coup. On voit la 3e vidéo. Matinée du 11 septembre 2001, 19 hommes armés de cutters, dirigés par un homme sous dialyse depuis une caverne forteresse de l'autre côté du monde en utilisant un téléphone satellite et un PC portable, ont réalisé la pénétration la plus sophistiquée de l'espace aérien le plus protégé au monde. S'emparant des passagers et des pilotes, tous d'anciens pilotes de chasse, de 4 vols commerciaux qu'ils détournèrent de leur route pendant plus d'1 heure, sans jamais avoir été inquiétés par un seul chasseur d'interception. Voilà. Qu'est-ce que c'était ces petits chiffres? Est-ce que vous avez deviné? Les arguments. C'était les informations à vérifier. En 20 secondes, il y en a eu 14. Alors, le problème, c'est que, bon, moi, si je voulais remettre en cause toutes ces 14 informations, vous les réexpliquer, etc., il me faudrait peut-être 10 ou 15 minutes. Vous, si vous n'avez jamais travaillé le sujet, il faudra peut-être 1 heure de fact-checking sur Internet pour réussir à avoir les réponses à tout ça. Mais là, on est face à un gros problème. On est face à un gros problème qui est qu'on nous balance un millefeuille argumentatif à la vitesse de l'éclair, des arguments tout le long, en fait, en vérité, qui sont faux, tronqués, détournés, etc. Caricaturés, absolument. Donc 14 informations en 20 secondes. Et c'est pareil tout le long, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le rythme qu'il y avait derrière. Après, je ne vais pas tout vous débunker non plus sur cette vidéo. C'est-à-dire que Ben Laden, il n'était pas tout seul, c'est un instigateur. Il y a Khaled Sheikh Mohamed, il y avait comment ça peut être là, Village Pouk, je sais pas quoi là. Bon, peu importe. Il y en avait d'autres, il n'était pas tout seul, il vivait pas H24 dans des cavernes. C'était un milliardaire saoudien, à la base. Les terroristes, c'était des ingénieurs pour certains. Mohamed Atta, il était diplômé, hein, c'était un ingénieur très très intelligent. Voilà. Ils étaient entraînés au pilotage pendant plus d'1 an, sur simulateur et sur appareil. Les avions d'intervention nous ont dit les avions de chasse ils n'ont pas décollé, machin, si, ils ont décollé, c'est juste qu'ils n'avaient pas le temps d'intervenir. Bon, bref, je ne vais pas tout débunker, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, vraiment, il y en a des dizaines et des dizaines en 5 minutes. Donc je peux pas tout débunker, c'est pas possible. Mais je voulais juste que vous compreniez la méthode d'argumentation de ces personnes. On n'a pas le temps de tout simplement vérifier tout ce qu'ils nous disent. C'est bien gentil, mais quand on est face à une vidéo comme ça, se poser et dire oula, attends, peut-être vérifier les 2-3 petits trucs que tu me dis en premier là. Et c'est là un gros désavantage qu'on a par rapport donc, entre les débunkers, on va dire, et ceux qui les tenants des théories du complot, c'est que du coup ils peuvent affirmer des tas de choses très très vite. Et nous, ça va nous prendre des plombes pour pouvoir vérifier tout ça. Si je vous dis là que ce canapé là, c'est le Mossad israélien qui l'a amené ici, moi ça me prend 2 secondes pour dire. Ça me prend 2 secondes. C'est le Mossad qui l'a amené, je suis sûr. Et vous, pour me débunker, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra aller demander aux responsables de la salle, demander c'est à quelle entreprise qui l'avait acheté, éventuellement voir les factures, essayer d'aller voir quel transporteur l'a amené, etc. C'est long. C'est difficile. Et ça, c'est toute l'injustice de la situation. C'est-à-dire que nous, en tant que débunkers, débunker une affirmation, c'est même pas un peu.
Et en plus, c'est chiant, parce qu'après, quand on va expliquer aux tenants, ouais, mais du coup, le canapé à telle heure, machin, ça coûtait tel prix, c'était tel transporteur. Les autres, en fait, ils vont dire, c'est ça, dis juste que t'es pro-Mossad, pro-israélien, et puis c'est tout. Ils vont tous juste balayer d'un verre de la main en disant qu'on est finalement juste des complices du truc. Donc ça, c'est un peu. Ensuite, prochaine slide. Voilà. Et ben, maintenant, j'aimerais passer à autre chose. Et parler donc de la responsabilité de Ben Laden et d'Al-Qaïda dans les attentats du 11 septembre. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Versus de Samuel Busré? Voilà, Samuel Busré, c'est un sceptique qui fait des vidéos d'entretien épistémique, c'est-à-dire où il parle avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, et en essayant d'être sympa et d'écouter ce qu'ils ont à dire. J'ai beaucoup plus de mal à faire ça, je m'en excuse, vraiment. Mais effectivement, il est en train de parler en ce moment, faire des épisodes de ses vidéos sur Reopen et Zuben. Il essaie de discuter avec Reopen pour comprendre leurs arguments. Et il y a un truc qui revient tout le temps, donc c'est effectivement la responsabilité de Ben Laden. Il manquerait de preuves pour dire que c'est Ben Laden et Al-Qaïda qui ont bien participé au 11 septembre. Et là encore, je ne veux pas faire d'homme de paille, je vais vous montrer la vidéo de Reopen et Zuben sur la question. Vidéo d'après. Entre le 12 et le 28 septembre 2001, dans des déclarations à la presse arabe, Ben Laden répéta à 4 reprises qu'il n'avait joué aucun rôle dans les attentats du 11 septembre. Exemple, le 16 septembre 2001, dans un communiqué diffusé sur la chaîne d'information internationale Al Jazeera et relayé par plusieurs médias occidentaux, il déclare « Je voudrais dire au monde que je n'ai pas orchestré les récents attentats. » Ce même jour, l'agence afghane Islamic Press reçoit également un démenti dans lequel Ben Laden affirme « Les États-Unis pointent le doigt sur nous, mais je déclare catégoriquement que je ne l'ai pas fait. » Tandis que Ben Laden y a alors toute implication, les hauts dirigeants américains affirmaient que les États-Unis avaient une abondance de preuves reliant Ben Laden à l'attaque terroriste. Mais jamais aucune preuve ne fut présentée. La soi-disant revendication des attentats par Oussama Ben Laden repose exclusivement sur 2 vidéos-confessions présentées comme étant la preuve indiscutable de la culpabilité de Ben Laden et qui sont en réalité fortement sujettes à caution. La première vidéo apparaît le 13 décembre 2001. Elle fut mystérieusement retrouvée par la CIA dans une maison en Afghanistan, puis elle fut traduite par le Pentagone pour être ensuite diffusée dans le monde entier. Écoutons cependant le grand reporter Éric Laurent, auteur d'une enquête très approfondie sur le 11 septembre. En effet, les Américains disent avoir trouvé à Jalalabad, donc la ville d'Afghanistan, où je suis allé, et les Afghans, les responsables afghans que j'ai vus disent qu'on n'a jamais trouvé de cassette là-bas. La date que donnent les Américains n'est pas la bonne. Et ensuite, cette cassette est restée pendant 2 mois, donc entre les mains des responsables américains, et ensuite Bush a décidé au mois de décembre, donc fin décembre, de la diffuser. Et simplement, lorsqu'on regarde donc la cassette originale en arabe et la traduction qui a été faite ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des ajouts, qu'il y a des parties dans la partie originale arabe complètement inaudibles qui ont été donc transformées, sur lesquelles on a apporté en fait un certain nombre de mots, d'éléments, de phrases, etc., qui maintenant a confirmé en effet donc la responsabilité de Bin Laden. C'est un bidonnage. Là. Il y avait une musique qui fait peur. Ça veut dire que c'est vrai. Alors, du coup, on en était où? Oui, ça c'est une chose intéressante par rapport à ce qui s'est passé dans cette vidéo. On touche du doigt un problème assez récurrent dans ce qu'on appelle le conspirationnisme. C'est la cohérence d'ensemble. Là, on a un problème de cohérence. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Voilà, on a un problème de cohérence, c'est-à-dire que dans une première partie de la vidéo, on va plutôt nous sous-entendre il va carrément nous dire qu'aucune vidéo n'a été trouvée. On nous sous-entend que c'est finalement un fake de l'armée. Sauf que dans un deuxième temps, on nous dit que l'arabe est mal traduit. Du coup, là j'ai une petite question, les gars. Si l'armée a fait un fake, pourquoi elle a fait dire à ses personnages des trucs en arabe qui n'incriminent pas Al-Qaïda, Ben Laden?
Il y a un problème, c'est-à-dire que il y a l'un de ces deux. Alors, il y a peut-être un des deux arguments qui est vrai. Ça, voilà. Mais le problème, c'est que les deux ensemble, ils ne peuvent pas cohabiter. Il y a un problème. Le problème, c'est que si jamais vous attaquez ces deux arguments-là, la plupart du temps, quand vous allez parler à un tenant de cette théorie du complot, il va vous défendre mordicus les deux arguments. Il ne va jamais vouloir lâcher sur un des deux. Alors même que si on a un des deux qui est vrai, ça exclut complètement l'autre. Donc ça, c'est un problème, c'est-à-dire que la plupart du temps, les arguments ils vont dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de faire douter de la version officielle, et dans ce sens-là, ils marchent très bien. Par contre, quand on essaye de les combiner entre eux, là, ça marche pas. Là, on s'aperçoit qu'il y a des petits soucis de cohérence, et qu'il n'y a pas vraiment une version qui rassemble un tout cohérent satisfaisant. Ça n'existe pas. Ensuite, je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Voilà. Donc du coup, on va partir du principe, il y a pas mal, alors pas dans la vidéo que je vais vous montrer, mais il y a énormément de tenants de la théorie du complot qui nous expliquent que Ben Laden, dans la vidéo de Jalalabad de 2001, il est faux, c'est un faux Ben Laden, il a été remplacé par un autre Ben Laden. Ce qu'on a un petit problème, c'est que dans cette vidéo, elle dure 1 heure, on voit plein d'autres gens. On voit plein d'autres gens qui appartiennent aussi à Ben Laden, donc on a par exemple le porte-parole, Suleiman Abu Wright. On a aussi, tu peux passer au slide après. On a aussi Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, qui est à côté de Ben Laden. On reconnaît aussi Khaled al-Arbi, qui est l'interlocuteur de Ben Laden pendant une bonne partie de la vidéo. Donc en fait, la CIA a réussi à trouver pas mal de sosie. C'est une sacrée performance, donc je sais pas ce qu'ils ont utilisé, peut-être les pacemakers qu'on voit dans Mission Impossible. Et dans ce cas-là, Tom Cruise n'a qu'à bien se tenir. Mais en tout cas, voilà, bon, plus sérieusement, si on veut voir là, c'est quand même bizarre. En général, c'est pas précisé qu'on voit beaucoup d'autres gens dans cette vidéo. On voit pas que Ben Laden, ceux qui sont faux. Voilà. Alors certes, la qualité de la vidéo est pourrable, hein, mais quand même. Je veux bien qu'on passe à la slide après. Ensuite, on a Bruce Lawrence qui est cité dans la vidéo par Weapon 9/11 et qui nous dit que c'est un bidonnage. Alors effectivement, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Message to the World, dans lequel il considère que Ben Laden a revendiqué son attentat seulement à partir de 2004. Il n'aime pas la vidéo de 2001 non plus, mais il ne remet pas du tout en doute la responsabilité de Ben Laden. Lui, il y croit à fond, il n'y a pas de problème. Donc, c'est dommage que Weapon 9/11 n'ait pas précisé ça. Bon. Je ne veux pas faire de sophisme du silence. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu cacher ça. Peut-être que c'est juste leur militantisme qui a fait qu'ils n'ont pas vu, ou qu'ils n'ont pas voulu voir qu'ils utilisaient une personne qui en fait est complètement contre leur théorie. Bon, ceci étant éclairci, voyons maintenant les preuves de la responsabilité de Ben Laden et d'Al-Qaïda. Je dis je blabla depuis tout à l'heure, j'attaque mes adversaires, mais qu'est-ce que j'ai moi, hein? C'est plutôt légitime. Alors, voilà. Donc, en 1993, il y a déjà eu un premier attentat à la bombe au VTC, donc sur le même World Trade Center, qui a été planifié par le même gars, Khaled Sheikh Mohammed, qui a aussi planifié le 11 septembre, en réalité. Voilà. Ensuite, on a eu en 1990, donc, puis il a envoyé sa confession vidéo à Al Jazeera, Khaled Sheikh Mohammed, pour le 11 septembre aussi, disant que c'était bien lui, au nom d'Al-Qaïda, qui avait planifié ça. Khaled Sheikh Mohammed est le planificateur, Ben Laden est l'instigateur. En 1998, donc, Ben Laden co-signe une fatwa demandant à tous les musulmans de tuer des Américains s'ils en ont l'occasion. Donc finalement, il n'aimait pas trop les États-Unis, ça on en est plutôt bien sûr. En 1998, Ben Laden, instigateur des attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à lui par hasard en fait en 2001. C'est-à-dire qu'il avait déjà tué 224 Américains enfin, il avait fait tuer 224 Américains dans des attentats contre des ambassades américaines en Afrique. Donc c'est-à-dire que globalement à l'époque, en 2001, il y avait deux organisations qui étaient capables de faire ça. Il y avait peut-être le Hezbollah et Al-Qaïda, il n'y en avait pas d'autres. Donc les recherches, elles étaient assez rapides en fait. En fin de compte, c'est normal qu'on ait su tout de suite que c'était lui. Ensuite, le 11 janvier 1999, suite aux attentats de 1998, justement, Ben Laden accepte une interview avec un journaliste musulman de taille. Je précise musulman parce qu'il n'acceptait pas des interviews avec d'autres personnes. Donc là, effectivement, il va révéler qu'il a été l'instigateur des attentats de 1998.
Et il appelle de nouveau les musulmans à tuer les juifs et les américains. En octobre 2001, le porte-parole, donc ça c'est après, maintenant on va passer à après le 11 septembre. En octobre 2001, le porte-parole d'Al-Qaïda, Suleiman Abu Raït, envoie une vidéo à Al Jazeera dans laquelle il est assis à côté de Ben Laden et dans laquelle il dit que les avions ne vont pas s'arrêter de pleuvoir sur les États-Unis et qu'il y a autant de jeunes musulmans prêts à mourir que de jeunes Américains prêts à vivre. Voilà. C'est plutôt clair. Ensuite, en fin octobre 2001, là, le journaliste Taïsir Abouni de Al Jazeera enregistre en vidéo une interview avec Ben Laden, publiée par CNN le 31 janvier 2002. Là encore, il va sous-entendre qu'il a commis les attentats. Novembre 2001, l'armée US découvre une cassette vidéo dans les décombres d'une maison explosée à Jalalabad en Afghanistan. Alors là, effectivement, c'est la vidéo qui pose problème. C'est la vidéo qui pose problème parce que c'est l'armée qui l'a récoltée d'abord dans un premier temps, puis qui l'a publiée en décembre 2001. Et c'est celle qui est attaquée la plupart du temps parce qu'elle est de très mauvaise qualité. Et donc c'est celle dont on dit qu'elle est fake, etc., etc. Et vous voyez qu'il y a bien d'autres preuves. Et puis en plus, c'est pas une vidéo de 3 minutes où on voit Ben Laden de loin en flou derrière un mur. On voit pendant 1 heure qui visite une maison, qui parle à plein de gens, je vous en ai parlé tout à l'heure. En novembre 2002, ensuite, il y a la fameuse lettre à l'Amérique attribuée à Ben Laden qui a circulé dans les milieux islamistes, notamment britanniques, qui a été d'abord circulé en arabe, puis ensuite qui a été traduit en anglais. Ensuite, le 11 février 2003, Al Jazeera poste encore une interview de Ben Laden dans laquelle il dit qu'il est en guerre contre les États-Unis. Donc il dit pas exactement qu'il a fait le 11 septembre, mais il dit qu'il est toujours en guerre contre les États-Unis et qu'il a compris que pour les toucher, il fallait des attaques massives comme celle du 11 septembre. Donc voilà, c'est un peu sous-entendu aussi. Ensuite, le 30 octobre 2004, Ben Laden revendique enfin directement les attentats au nom d'Al-Qaïda dans une vidéo. Donc juste, c'est petit hasard du calendrier, ou alors il a voulu pour mettre un petit peu de bazar, c'était juste avant les élections américaines. Il publie d'un coup une vidéo disant que oui, c'est lui, que c'est Al-Qaïda, etc. Et là, il le dit vraiment de manière directe, alors qu'il le sous-entendait dans celle d'avant. Sauf dans celle de 2001, du coup, de Jalalabad, où il disait exactement comment il pensait que le tour allait s'effondrer, etc. Ensuite, on a le message audio sur Internet en mai 2006 où Ben Laden défend Zakaria Moussaoui, le français qui s'est fait arrêter quelques semaines avant les attentats. Le fail, quelques semaines avant les attentats. Et il a demandé à son instructeur comment on faisait pour conduire un avion, mais il lui a précisé qu'il ne voulait pas apprendre à décoller ou à atterrir, ça ne l'intéressait pas. Du coup, l'instructeur s'est dit tiens, c'est bizarre. Il a appelé le FBI. Et donc le FBI il l'a arrêté, il a été arrêté quelques semaines avant les attentats du 11 septembre. Et donc il y a eu un procès contre lui, et notamment en 2006, il y a eu une décision rendue par la justice américaine, et Ben Laden a dit non, les 19 frères c'est moi qui les ai choisis, et Zakaria Moussaoui il n'en faisait pas partie. Donc il dit bien là encore que c'est lui qui a instigé le truc. Et puis en 2007, il nous fait encore une apparition vidéo où il nous reparle de ça. Voilà. Ensuite, on a eu les réfutations de septembre. Les réfutations de septembre. Donc, le 16 septembre 2001, réfutation signée par Ben Laden. C'est juste un texte signé par Ben Laden. Le 28 septembre 2001, un email envoyé par Ben Laden à un journal pakistanais. Voilà. Une signature et un email. On n'est absolument pas sûr que c'est Ben Laden qui l'a envoyé. Alors bon, je fais quand même plus confiance à Al Jazeera qu'à l'obscur journal pakistanais, mais n'empêche que ça reste des preuves quand même qui sont assez faibles. Comparé aux vidéos, messages audio et textes en faveur de la revendication. Alors, il a pu réfuter. Tout à fait, il a pu réfuter en septembre. Si ça se trouve, il n'était pas préparé à la tempête de retour. Peut-être qu'il a paniqué et qu'il a réfuté dans un premier temps avant de revendiquer. Ça, c'est possible. Peut-être que c'était tout simplement des fakes de la part des journaux de la base. Mais, à tout le moins, je vous laisse faire quand même la mise en balance des preuves. Voilà. Vraiment, j'ai pas trafiqué, j'ai pas fait de cherry picking, je vous assure, je trouve pas d'autres preuves de réfutation. Vraiment, c'est
Et donc le problème, c'est que Reopen 9/11, ils pensent que ça contrebalance ça. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, c'est au même niveau, voire même ils préfèrent croire là-bas. Donc pourquoi pas, mais bon, je vous laisse faire une idée, de leur méthode de recherche, de leur bonne foi aussi. Bien, oublions ces tristes cires, si vous voulez bien, et passons aux conséquences du 11 septembre. Slide d'après. Voilà. Donc 17 ans après, ça continue. Beaucoup de gens croient encore en complot. 58% des Français, je crois, doutent de la version officielle du 11 septembre. Il y a eu encore un sondage en janvier, je me souviens plus des chiffres, excusez-moi, mais il y en avait encore beaucoup. C'était autour des 50% aussi. Alors pourquoi ça continue ? Ça continue d'abord parce que c'est un business. Ça rapporte beaucoup d'argent à certaines personnes, à travers les livres, les conférences, etc. Il y en a, ils en vivent depuis 17 ans. Richard Gage, il vit ses conférences depuis 17 ans, sans problème. David Ray Griffin, il a écrit un paquet de bouquins sur le sujet aussi. Thierry Messant, best-seller absolu, il a vendu des millions de livres, surtout au Moyen-Orient, notamment dans les pays arabes, Afrique du Nord, etc. Il y a une incroyable aura dans ces pays-là. Je veux bien qu'on passe au slide suivant. Et puis, c'est pas que des intérêts financiers, il y a un intérêt idéologique derrière, parce que quand même, faut pas oublier que le 11 septembre, c'est ce qui a lancé les guerres au Moyen-Orient. Les guerres, voilà, dont on sait qu'elles n'étaient pas forcément nécessaires. Donc, quelque part, l'intérêt idéologique là-dedans, c'est de pouvoir dire que les pays occidentaux sont les seuls fautifs de l'histoire. C'est de pouvoir dire que, finalement, le terrorisme islamiste, ça n'existe pas, que s'il y a des islamistes qui existent, ils sont de toute façon, s'ils existent, manipulés par les pays occidentaux. Et dans ce cas-là, ça fait une boucle. Les pays occidentaux sont les seuls responsables, sont les seuls méchants de l'histoire. Ça simplifie un petit peu. C'est pour ça, du coup, que... slide d'après. C'est pour ça que, du coup, que malheureusement, il y a énormément de musulmans qui croient à ces théories du complot. Alors, pas de jugement négatif envers les musulmans, c'est quand même normal de ne pas vouloir être assimilé à des terroristes, a priori, et a fortiori c'est normal de ne pas vouloir que sa religion soit assimilée à une religion terroriste. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de... Voilà, c'est pas parce qu'on pense que la version officielle du 11 septembre est la plus crédible qu'on pense que les musulmans c'est tous des terroristes. C'est pas parce qu'on pense que les attentats islamistes sont bien des attentats islamistes qu'on est islamophobe. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux musulmans qu'on ne les assimile pas à ces gens-là. Voilà. Parce que sinon, ça peut provoquer chez eux cette espèce de sentiment de renforcer encore les théories du complot. Justement, si on leur fait ressentir qu'on les considère comme des terroristes comme tous les autres, derrière, qu'est-ce qu'ils auront envie de faire ? C'est de croire que les pays occidentaux leur en veulent et qu'il y a des complots derrière tout ça. Donc c'est important, si vous discutez avec un ami musulman qui croit à ces théories du complot un jour, de leur faire comprendre que vous n'êtes pas... vous ne considérez pas les musulmans comme des terroristes. Ça, c'est important. Voilà, moi, de la même façon, du coup, j'ai été considéré beaucoup, slide d'après, voilà, j'ai été considéré beaucoup comme un macroniste, un exclu du gouvernement, etc. Ça, je pense que c'est vraiment l'idée que... C'est vraiment ce que j'aimerais le plus vous faire passer aujourd'hui, en fait, comme idée, c'est que c'est faux. Voilà, ce postulat est faux. C'est pas parce que vous vous moquez des théories conspirationnistes, c'est pas parce que vous pensez que la version communément admise sur le 11 septembre est la plus crédible que vous êtes un lèche du gouvernement sous le système, je sais pas quoi. Vous pouvez très bien être anti-système et sceptique, zététicien, qui croient pas aux théories conspirationnistes. Vous pouvez vous penser que la version officielle du 11 septembre est la bonne, tout en haïssant Bush pour ces guerres catastrophiques au Moyen-Orient. Vous pouvez vous moquer des théories conspirationnistes, tout en étant contre les guerres en Irak, en Afghanistan. Vous pouvez penser que les attentats islamistes en France sont bien des attentats islamistes, sans être pro-Macron ou pro-Israël. Voilà, il y a des nuances à faire. Vraiment, ça, je pense que c'est un truc qu'il faudrait essayer de faire comprendre ça autour de vous, que ces raccourcis de la pensée, là, faut passer outre.
Voilà, et faut passer outre ces raccourcis de la pensée. C'est hyper manichéen, ça obscurcit notre jugement, et voilà, faire preuve de nuance dans ses réflexions, en aucun cas, c'est une marque de soumission. Au contraire. Merci de votre attention. Est-ce que certains ont des questions sur le 11 septembre, n'importe quel truc que j'aurais peut-être oublié de dire? Moi, je me demandais pourquoi, du coup, Ben Laden avait revendiqué son attentat qu'en 2004 et pas en 2001 à la sortie des attentats. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on a l'habitude de Daesh qui est un grand communicant qui est énormément présent sur les réseaux sociaux, qui publie énormément de vidéos, de Snapchat, de tout ce que vous voulez. Effectivement, Al-Qaïda ne fonctionnait pas du tout comme ça. Hein. Al-Qaïda était une organisation clandestine, presque mafieuse, on peut dire, qui mettait des années à planifier ces attentats. Ils ont mis 4 ans à planifier les attentats sur les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie. Ils ont mis encore 3 ans derrière à planifier le 11 septembre. Donc c'était pas leur but, c'était pas la communication. C'est-à-dire que Ben Laden, il a admis plusieurs fois, parce que du coup ça lui donnait une certaine aura, il a admis plusieurs fois qu'il était derrière le 11 septembre, mais de manière un petit peu effectivement détournée, et il l'a admis plus directement après en 2004, mais il avait déjà sous-entendu plein de fois avant, et on a des preuves de... Voilà. On a aussi le porte-parole d'Al-Qaïda qui avait vraiment revendiqué clairement les attentats, Suleiman Abu Wright. Mais Ben Laden en lui-même, ça a toujours été quelqu'un de très discret, et puis il voulait pas trop se montrer en vidéo, et puis il s'est montré un petit peu, mais c'était pas comme Daesh. De là vient sans doute l'explication que je suppose. Une vraie question de néophyte. Thierry Messant utilise les mêmes arguments que Reuben 9/11 ou ils sont totalement sur des délires différents l'un et l'autre? Alors, Reuben 9/11 a partagé les travaux de Thierry Messant, mais Thierry Messant, lui, il est très connu dans le monde entier pour avoir pour avoir lancé les théories sur le no plane au Pentagone, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'avion au Pentagone. Il défend cette théorie en disant qu'il n'y a pas de débris. Alors c'est faux, il y a plein de photos de débris. Il dit que le trou est trop petit. Alors, il fait pile la bonne taille, plein des trucs comme ça, mais il emploie, voilà, il se concentre énormément sur le Pentagone dans son livre, l'effroyable imposture, je sais pas si vous savez. Donc ils sont complémentaires. Enfin, disons que en fait, Reuben 9/11 présente les auteurs comme Thierry Messant. Il partage les auteurs comme Thierry Messant qui sont à charge contre la version officielle, qui tous les auteurs qui disent des trucs contre le 11 septembre, ils le partagent sur leur site. Voilà. Donc Thierry Messant évidemment a été partagé. Donc, quelque part, oui, ils disent les mêmes choses, mais en fait Thierry Messant a sa petite spécialité. Oui, là-bas au fond. Oui, là-bas au fond, j'ai depuis un petit moment qui se devait... Des réflexions générales sur complotisme, parce que des complotistes, j'en connais beaucoup depuis 20 ans, je suis dans la vie professionnelle depuis 20 ans, alors j'ai beaucoup observé, je suis historien de formation aussi, donc ça fait beaucoup cogiter. Je dirais que la caractéristique de la complotisme, c'est l'hyper-intelligence affichée, moi je suis meilleur que les autres, je comprends mieux les communautés en temps. En fait, on a la crédulité d'enfant de 5 ans. Je dirais que c'est une hyper-scepticisme affiché qui en fait cache une crédulité énorme. Quoi. Parce que les théories, c'est la CIA qui a le pouvoir dénoncer. Il faut être un enfant de 5 ans pour croire un truc comme ça. Moi je suis pas tout à fait d'accord, mais pour moi c'est ça la psychologie complotiste, c'est ça, c'est l'espèce de clivage entre une espèce de façade où on est très intelligent, en fait on est un enfant, mais c'est en fait, énorme. Là derrière, c'est vrai qu'il y a une réaction par instinct qui peut sembler très enfantine, mais c'est pas forcément des abrutis. Enfin, vraiment, on se rend compte qu'il y a tout un panel de plein de gens, de plein de sortes de gens. Il peut y avoir évidemment des gens qui sont complètement perchés, qui vont nous dire que les avions c'était des hologrammes, que en fait les tours elles sont tombées parce que des plateformes spatiales de la CIA ont lancé des lasers. Ça c'est vrai, non, c'est Judy Wood, c'est la complotiste qui a imaginé ça, c'est Judy Wood. Voilà, on a comme ça effectivement des auteurs qui sont complètement perchés, mais on en a d'autres qui ont une réflexion, pourquoi pas. Enfin, c'est pas malsain de douter, hein, quelque part. C'est vrai que on a eu tellement de, voilà, on a eu
les couveuses, on a eu les armes de destruction massive, on sait que les gouvernements peuvent mentir, mais après, il faut avant tout regarder la crédibilité du truc, quoi. Quand on connaît la lourdeur administrative de nos démocraties occidentales, organiser de A à Z un truc comme le 11 septembre sans jamais que ça fuite à aucun moment, quand on voit que les armes de destruction massive, c'est juste un simple mensonge qui concernait peut-être 3 personnes qui a fuité au bout de 2 semaines. Sérieux, quoi. Même François Hollande, il n'arrive pas à aller porter ses croissants sans se faire coller. Non, mais... Bon, bref. Ça, c'était... Du coup, d'autres questions? Ouais. Comme ça, oui. Georges. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus, que l'histoire et la géopolitique n'apportent pas plus de l'eau au moulin, justement, pour expliquer que c'est bien Ben Laden. Et je veux dire, avec les attentats de Sarajevo et la guerre 14-18, on n'a jamais dit que c'est un fake. Après, l'histoire et la politique permettent simplement d'expliquer que c'est évident. Voilà. Et là, alors peut-être que j'ai très mal cherché aussi, parce que je n'ai pas assez cherché, mais comment ça se fait que les historiens et ceux qui font de la politique ne viennent pas au secours de ça? Est-ce que tu peux nous redire la question là? Ouais, alors la question c'était de savoir si la géopolitique venait au secours de la version officielle en montrant une certaine logique historique derrière tout ça. Alors, déjà derrière pas mal d'événements historiques, je pense que tu pourras confirmer en tant qu'historien, je ne suis pas historien, il y a quand même énormément d'événements, même avant le 11 septembre, à toutes les époques, qui ont donné lieu à des rumeurs un petit peu folles. Donc après, pour le 11 septembre, il y a des chercheurs en relations internationales, en sécurité internationale, qui ont écrit des choses. Moi, je peux vous conseiller quelques bons bouquins derrière pour... En fait, ça se recoupe pas mal. Quand on regarde, par exemple, je sais pas, au niveau politique, les agences de renseignement américaines, par exemple. Quand on voit la façon dont elles étaient désorganisées avant le 11 septembre, avec un manque de coordination évident, et après le 11 septembre, ça a tellement gueulé, la commission Keane, dans son rapport, a vraiment pointé du doigt les problèmes de communication des services secrets américains sur la question du 11 septembre, bah que du coup tout a été refondé, on voit que tout le système de renseignement américain a changé, les systèmes de sécurité se sont renforcés, enfin, il y a eu des espèces de signes qui ont montré que c'est une espèce de rupture, c'est pas, ils prévoyaient depuis longue date, et puis petit à petit ça a changé comme ça, non, on voit qu'il y a eu des vrais dysfonctionnements, qu'il y a des tas de gens qui se sont fait virer dans ces agences-là, enfin, ça a fait du brassage, quoi, c'est pas venu comme ça, après, voilà, je peux vous conseiller quelques auteurs, qu'est-ce que je peux vous conseiller C'est vrai que ça se portera pas vraiment sur la technique plus. Désolé, j'ai plus des ingénieurs. J'avais aussi, j'ai un bouquin plus sur l'aspect géopolitique, mais j'ai pas. Je suis désolé, je me souviens plus des références. On en parlera tout à l'heure. Je suis sûr que je m'en souviendrai après. 11 septembre, rapide expert de Bouillabar et Jean-Claude Philippe, des ingénieurs, donc qui vous montrent comment c'est tout à fait possible qu'une tour faite en structure d'acier s'effondre de manière, avec un incendie simplement. D'ailleurs, maintenant, dans les classes d'architectes, on apprend aux ingénieurs, architectes-ingénieurs, on apprend justement à pas utiliser les mêmes matériaux, les mêmes structures que le 11 septembre. Ensuite, La farce enjôleuse du 11 septembre de Jérôme Quiran, ça c'est le meilleur débunkage qui existe, c'est un type qui connaît plus le sujet que moi. Encore. La farce enjôleuse du 11 septembre de Jérôme Quiran. Parce que moi, en 20 minutes, là, j'ai pas le temps en 20-30 minutes, j'ai pas le temps de tout débunker, je suis désolé, d'amener tout sur tous les aspects du 11 septembre, ça me prendrait 3 heures. Vraiment. D'autres questions? Une dernière, s'il vous plaît. Oui. Sur combien de pourcents vous pensez que vous avez raison par rapport à tout ce que vous avez dit? Le chiffre près. Vraiment, après y avoir passé des années et des années, avant je croyais à la théorie du complot. Pendant des années j'ai vu le truc, voilà, j'ai regardé des vidéos, etc. Je m'y intéressais énormément. Après,
en me rendant compte que pas mal d'arguments étaient complètement faux, bidonnés, que voilà, je me suis senti un petit peu manipulé, et dans ces cas-là, on se sent un petit peu remonté, donc je vais peut-être remonter à 100% de conviction que là, on m'avait niqué, quoi. Mais, là, sur tout ce que je vous ai dit, je suis à peu près sûr, parce que sinon, je vous en parlerai pas. C'est juste qu'on met en balance des trucs, et on voit ce qui est le plus crédible. Pour moi, le plus crédible, clairement, c'est la version officielle aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Simplement, il y a des petits aspects qui, effectivement, portent plus question que d'autres. C'est-à-dire, la démolition contrôlée, il n'y a aucun doute, il n'y a pas besoin d'une démolition contrôlée, il n'y a pas besoin de bombes pour faire tomber l'immeuble. La structure d'acier, etc., ça, les ingénieurs, ils expliquent très bien. Quand on chauffe de l'acier, il perd, voilà, à 700 degrés seulement, il a perdu déjà 80% de sa résistance, 90% de sa rigidité. Derrière, l'immeuble, il tombe, vu le nombre de colonnes qui étaient bousillées. Voilà. Ça pose aucun problème. La démolition contrôlée, c'est sûr, il n'y en a pas besoin. Le no-plane sur le Pentagone, on est sûr qu'il y a un avion, 130 témoins, il y a 5 lampadaires arrachés sur la trajectoire de l'avion, à 25 mètres les uns des autres en largeur, la largeur du machin, le trou il correspond parfaitement au truc, enfin, là c'est impossible de dire qu'il n'y a pas eu d'avion par exemple, enfin, il est passé au-dessus d'une autoroute bondée de gens, enfin, voilà. Derrière il y a aussi, il y a 2-3 trucs comme ça, c'est sûr que c'est pas possible, genre, je sais pas moi, la plateforme spatiale qui lance des lasers, c'est sûr que c'est pas possible. Mais il y a des trucs par contre qui peuvent poser question éventuellement. Moi j'admets, j'y crois pas personnellement, hein, c'est pas du tout ma théorie sur le 11 septembre, mais pourquoi pas, il y a une saisie d'opportunité. Par exemple, on sait qu'une certaine partie des renseignements américains étaient au courant qu'il allait y avoir un attentat prochainement, ils savaient pas tous les détails, bien sûr. Mais on sait que du coup ils s'en savaient déjà pas mal, qu'ils n'ont pas transmis au bon service à temps et tout. Donc pourquoi pas une saisie d'opportunité, tiens, on va nous attaquer, on va attendre de se faire attaquer, et puis une fois qu'on se sera fait attaquer, eh ben on va en profiter pour attaquer le Moyen-Orient. Puis ils n'avaient pas prévu, d'un coup, boum, ah merde, en fait on attaque notre centre financier, 3000 morts, ah putain, j'avais pas prévu ça. Voilà, donc ça, pourquoi pas. C'est encore la seule théorie qui est encore possible, de mon point de vue, au niveau conspirationniste. Moi j'y crois pas, je pense vraiment qu'ils ont été complètement surpris, et que ça a juste foiré complètement dans la coordination entre les services de renseignement, et que c'est l'erreur humaine. Voilà. Les conspirationnistes n'acceptent pas l'erreur. Il y a jamais d'erreur. Les gouvernements font jamais d'erreur. Ils sont infaillibles. Les gouvernements sont super forts. Voilà. C'est assez paradoxal parce qu'en même temps, ils détestent les gouvernements. Mais d'un autre côté, ils pensent que ils sont capables de tout, qu'ils planifient tout à l'avance, que c'est des génies infaillibles. Voilà. Mais voilà, c'est la seule truc. Est-ce que ça répond à ta question? Du coup, je sais pas. Moi, c'était plus par rapport à l'argumentaire dans les slides, plutôt, enfin, en général, mais plus ou moins. Bah, pour ce que j'ai dit dans les slides, moi, j'en suis à peu près sûr, oui. Enfin, je sais que j'ai des sources, là, pour tous les trucs que je vous ai dit sur les preuves de la responsabilité d'Al-Qaïda et de la LED, je pourrais vous montrer les sources, il n'y a pas de problème. Oui? Ouais, en fait, c'est parce que tu disais tout à l'heure que Reopen 9/11, il balance tout comme ça, d'affilée. Ouais. T'en as pas le temps de checker. Et toi, au final, t'as fait un peu la même chose. Du coup, est-ce que t'aurais pas un site où on pourrait checker tes sources, tu vois? Bien sûr, je suis désolé. C'est vrai que j'ai pas tout ce que tu dis, tu vois, mais non, je comprends. on pourrait se poser la question. C'est-à-dire que j'essaye de faire le plus vite possible. D'ailleurs, là, on va devoir vraiment arrêter parce que j'ai mis beaucoup trop de temps par rapport à l'horaire prévu. Mais vous pouvez, par exemple, il y a un site qui est très très bien, justement le site de Jérôme Kiran, bastison.net, bastion.net. C'est bon? Là-dessus, vous trouverez la plupart des trucs. Sinon, en anglais, le meilleur site possible en anglais, c'est 911 9/11, donc 911 myths.com par Marc Roberts. Voilà, ça c'est les deux meilleures références internet, c'est Bastison et 9/11 myths. Voilà. Et puis, oui, bon, en passage, j'ai ma chaîne YouTube aussi où j'ai fait effectivement des vidéos de débunkage du 11 septembre. Après, elle date d'il y a 2 ans, je suis assez corrosif dessus, on va dire, donc je vais les refaire bientôt, je vais les remasteriser, en plus elles sont incomplètes. Par exemple, il n'y a pas les arguments sur la responsabilité de Al-Qaïda, il n'y a pas les délits d'initiés, j'ai pas détaillé, il n'y a pas l'assurance de Silverstein, j'ai pas détaillé non plus. Voilà. Donc je vais refaire ça bientôt, mais il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, donc Débunker des étoiles, sur le 11 septembre. Voilà, on va clore là parce que je suis vraiment très en retard. Si vous avez d'autres questions, vous viendrez me parler en particulier. Vous connaissez ou pas du tout. Je vais vous donner quelques faits et vous allez voir qu'il y a un petit souci. Donc le 11 septembre, les tours s'écroulent. Le 13 septembre, le journal jordanien Al-Dustour écrit
Ce qui s'est passé est le travail du sionisme juif américain et des sionistes qui contrôlent le monde économiquement, politiquement et par les médias. Donc on a une super définition de ce qu'est le complot juif. Le 17 septembre, la chaîne libanaise du Hezbollah affirme en reprenant un journal jordanien que, selon des sources diplomatiques arabes, 4000 juifs ne sont pas venus travailler au World Trade Center, avertis par le Mossad de l'imminence d'une attaque menée par des agents israéliens. D'après vous. Actuellement, on est au 17 septembre. Vous en pensez quoi? C'est crédible? C'est pas crédible? Ça fait beaucoup? Ça fait trop de coïncidences? Qui pense que c'est vrai? Pourquoi? Pourquoi vous pensez du coup que ce n'est pas vrai? C'est trop gros. Et tu dis parce que tu n'en as pas entendu parler. Comment est-ce qu'on liste les personnes? Il y a ça aussi. Le problème, c'est que dans les jours qui suivent, des dizaines de journaux relaient cette affirmation des 4000 juifs absents. En Europe, on n'en a quasiment pas entendu parler. Le 19 septembre, en direct sur Al Jazeera, le présentateur relaie l'affirmation. Le 21 septembre, la Pravda, le journal soviétique russe, reprend mot pour mot l'affirmation. Et à partir de là, il y a un petit souci en fait. C'est que l'information s'enchaîne et elle devient une véritable confirmation d'un complot juif. En Europe, on n'entend quasiment pas parler. Donc certains reprennent encore cette idée en disant que, en fait, il y a un complot juif qui a réussi à faire en sorte qu'en Europe, on n'en parle pas. Le souci, c'est qu'en 2003, un militant du FN explique dans une interview vidéo que le Mossad est responsable du 11 septembre. En 2004, la théorie est tellement présente que des adolescents français expliquent à un sociologue que les Juifs sont responsables du World Trade Center. Au final, l'idée du complot juif, elle n'est pas présente au niveau des médias, elle est présente de manière insidieuse au niveau des populations. Et c'est encore plus pernicieux. Alors, en réalité, il y a environ 400 Juifs qui meurent sur World Trade Center. Pour information, le nombre total de victimes, c'est environ 2749. Pour information, ça fait environ 15% de victimes, ça fait beaucoup. Sauf que il y a une réalité derrière ce phénomène. Il y a eu énormément de Juifs qui étaient absents du World Trade Center. Ça, c'est un fait. Sauf que c'est pas une théorie du complot. Il y a une explication toute simple. Non, beaucoup plus simple que ça. Mais c'est une bonne piste. En fait, les Juifs sont absents. Ouais, tout à fait. Le 18 septembre, en fait, c'est le Nouvel An juif. Et en fait, le mois qui précède ce Nouvel An, les Juifs ont des litanies beaucoup plus longues le matin, ce qui fait qu'ils arrivent en retard au World Trade Center et ça leur sauve la vie. Voilà, tout simplement. Si je vous parle de ça, c'est parce que, bon, il s'agit d'un salut tout bête aux Juifs, mais il s'agit aussi d'un problème pour moi, c'est que le complot juif, ça va très très vite et tout le monde en parle. Et le problème, c'est que vous aurez probablement dans votre entourage 1 à 2 personnes, si vous évoquez les Juifs, qui en parleront. Je ne citerai pas de personnalité française qui en parle, je pense que vous l'avez tous au bout des lèvres. Ça commence par un S ou par un D. Le problème pour moi, en fait, c'est que ce phénomène, en fait, du mythe des 4000 Juifs, il y a un petit souci, en fait, c'est que c'est l'expression d'un nouveau complot juif. Le problème, c'est que personne ne sait véritablement ce qu'est un complot juif. Et c'est ce que je vous propose, du coup, de voir ensemble. Voilà ce qui se passe véritablement au lendemain du 11 septembre. En fait, tout le monde a attaqué les Juifs, mais en fait, personne n'a regardé le nombre de morts globalement pour les autres. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un biais de confirmation. On était certain que c'était la faute des Juifs. Donc on a regardé que les Juifs. On n'a pas regardé le reste. C'était quoi les autres populations? Personne ne sait. Personne n'a véritablement regardé. C'est très dur en fait de savoir qui était qui dans le World Trade Center. Et ça m'amène en fait à un autre point. Est-ce que vous connaissez les origines du complot juif? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a un complot juif? Ils ont tué Jésus. Pas du tout. C'est beaucoup plus ancien que ça. D'après vous, ça date de combien? 33. Enfin, la mort du Christ. Ouais. Non, on est à 1 millénaire avant. Minimum. En fait, s'il te plaît,
Il y a un petit souci avec ça, c'est que sous l'Antiquité, on a la notion de peuple élu qui apparaît. Ça, vous avez dû en entendre parler. Les Juifs se disent être le peuple élu. Sauf que la notion de peuple élu, c'est pas à comprendre comme étant la supériorité ou un impérialisme ou quoi que ce soit d'autre. En fait, la notion de peuple élu, elle vient de ce texte, le livre d'Amos, au IXe siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, donc, la phrase c'est « c'est vous que j'ai distingué entre toutes les familles de la terre ». Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? C'est vague, sincèrement. Est-ce que, à partir de ça, vous êtes capable de me dire « Ah, ben, c'est en fait, les Juifs, ils se sont dit, on est le peuple élu, on va faire la fiesta, et les autres, on les emmerde ». Pas vraiment. En fait, la notion de peuple élu, c'est pas du tout un discours de supériorité comme le prônent certaines personnes. La notion de peuple élu est en réalité une charge, c'est pas du tout une récompense. C'est-à-dire qu'on va vous demander de faire énormément d'efforts, on va vous demander beaucoup plus de responsabilités d'un point de vue théologique. Donc déjà, en fait, la notion de peuple élu qui serait supérieure à tous les autres, ça prend déjà un coup dans l'aile. C'est-à-dire que là, on vous dit, toi tu vas travailler dur, et en plus de ça, tu vas pas être récompensé. C'est ça la notion de peuple élu à la base. Et il y a encore un autre sens à élu, c'est que je vous ai élu, vous, peuple d'Israël, parce que vous êtes insignifiant. Il faudrait aller regarder, hein, il y a les sources sur mon site. Insignifiants numériquement, en effet, ils sont moins nombreux que les autres. C'est un choix logique théologiquement, puisque c'est dans une idée contraire à une volonté suprémaciste de Dieu. Vous êtes là pour diffuser un message, ça va être dur, très dur, vous allez en chier, mais ça sera méritoire à la fin. Et spirituellement, c'est parce que vous allez avoir des comptes à rendre directement à une entité qui est l'entité suprême. Donc vous n'avez pas intérêt à faire des bêtises en cours de route. Donc on est élu, mais c'est plus une charge à porter. Donc la logique suprémaciste en fait qu'on présente dans le complot juif en disant ils se disent le peuple élu, ils se prennent pour les gens au-dessus de tout le monde et tout, ben, en fait ça a été inventé de toutes pièces. C'est une mécompréhension de ce principe-là. Donc pour vous donner un petit aperçu, cette notion mal comprise, ça va nourrir un antisémitisme, des propos calomnieux et infondés, et ça va exposer un ethnocentrisme, donc on va dire que les Juifs ne veulent rester que entre eux, ce qui est beaucoup plus compliqué que ça, un impérialisme, l'idée que les Juifs vont vouloir conquérir le monde et les autres peuples, et l'idée aussi d'une certaine xénophobie. Les Juifs auraient, par exemple, certains inventé le concept de race, en se plaçant au-dessus. Tout ça à partir de ça. Quand je vous ai posé la question au début, vous m'avez dit, moi, ce texte, je n'en retiens pas grand-chose. Je pense que déjà, il y a moyen de réfléchir sur les premières volontés origines sur le complot juif. Et ça part de là. Et en fait, cet argumentaire, vous allez le retrouver notamment au XVIIIe siècle, et vous le retrouverez encore en ligne. Là, il y a quelques jours, c'était remis sur le groupe Zététique, en réponse à un des commentaires. Je vais passer là. Voilà. C'est l'argument dit de la thèse intérieure. La notion du peuple élu va nourrir cette thèse, c'est-à-dire que les Juifs, soit ils refusent de s'assimiler parce qu'ils veulent rester entre eux pour se coopter et se dominer, soit les Juifs vont essayer de s'assimiler, mais en fait c'est un mensonge parce qu'ils veulent juste gangréner la société de l'intérieur. Si vous saisissez la logique, c'est pas je gagne puis tu perds. Cette idée, en fin de compte, elle va être présente tout du long du Moyen-Âge. C'est justement ce qu'on va voir après. On part en fait de cette notion du peuple élu. On va vous présenter tout un argumentaire qu'il faut, en comprenant mal, et on va commencer à nourrir un antisémitisme premier. Et en fait, au niveau du Moyen-Âge, il va y avoir deux choses qui vont se présenter. Les premières théories du complot telles qu'on les connaît nous, elles vont arriver au Moyen-Âge. Est-ce que vous savez ce qui se passe véritablement au Moyen-Âge pour les Juifs? Vas-y, dis. Est-ce que c'est pas les seuls qui peuvent thésaurier, qui peuvent utiliser la fonction de trésorerie? Voilà. Alors, il y a ça, en fait, l'Église, c'est une question. L'Église, en fait, elle va dire, voilà, nous on a des charges qui sont impures qu'on ne peut pas travailler, donc tout ce qui est financier et tout, et on va les filer aux Juifs. Voilà, c'est ce qui vous explique, en fait, qu'on trouve tous les Juifs comme étant des banquiers. C'est très bien, là, tout simplement. C'est pas du tout parce qu'ils sont avides d'argent ou quoi que ce soit. Mais c'est pas du tout pour ça, en fait. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la Grande Peste? Alors, ouais, la Grande Peste du XIVe siècle, en fait. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, on accuse les Juifs. Ça vous semble logique ou pas du tout? En gros, on les accuse d'empoisonner les puits, on les accuse de propager la maladie, on les accuse de pas mal de choses. Et en fait, ça, c'est l'argumentaire qui est le plus présent au niveau du Moyen-Âge.
on accuse les juifs dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Et le problème du Moyen-Âge, c'est que c'est une période de mutation sociale. Et les gens sont complètement perdus. Et dès qu'on est perdu, qu'est-ce qu'on cherche? Des boucs émissaires. Et on en a un tout trouvé, puisqu'on leur dit vous voulez être supérieur à nous, donc c'est vous voulez nous contrôler, et ça tombe. Entre autres petites logiques, donc on a cet empoisonnement des puits, on a tout ce qui est accusation de crimes de sang, des meurtres rituels. En 1980, on a ce qu'on appelle l'épisode du martyr du jeune Richard. Un jeune qui s'appelle Richard en Angleterre est capturé et torturé par des juifs avant d'être mis à mort et qu'il passe tout un tas de petites joyeusetés. Ça aboutit bien sûr à un massacre des juifs. On a des massacres divers, des spoliations, des expulsions, bien sûr sous Philippe le Bel, pour ceux qui connaissent un petit peu. En gros, l'État va mal, si ça va mal, c'est à cause des juifs parce qu'ils ont tout l'argent, donc le seul volonté c'est de dire c'est la faute des juifs, je récupère tout. C'est pas les Templiers plutôt? Il y a eu aussi des Templiers, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que ça vous fait pas un petit peu écho à un argumentaire récent? Non, du tout. Soral, Dieudonné, le fait que les juifs contrôlent tout, qu'ils nous spolient, que c'est à cause de la dette économique, tout ça. Ça vient là. En fait, on a une exploitation de tout ce qui est préjugé, supériorité, crainte d'un impérialisme, et en fait, il y a une forme nouvelle qui se constitue avec un tournant majeur. Et en fait, c'est là-dedans que s'enracinent les argumentaires antisémites, ceux qu'on va retrouver actuellement. Ils viennent de là, du Moyen-Âge. Et en fait, ils vont se présenter sous trois formes que je pense que vous connaissez, mais je suis sûr que si je vous les dis comme ça, vous allez me dire « Ah non, pas du tout ». On reproche trois choses aux Juifs. Réfléchissez un tout petit peu, je pense que vous allez trouver. Vous prenez Soral, Dieudonné, vous alignez un petit peu 30 secondes de discours, vous les avez. Une idée? Ouais. Bon. Le juif est manipulateur, il se rapproche toujours du pouvoir, il convient de lutter contre cela. Le premier discours, de base, il est manipulateur, il est proche du pouvoir. Le deuxième, voilà. Un autre. Alors l'argent, je l'ai dit au début, en fait, le fait que ça proche du pouvoir. Non, il y en a deux autres, tout simple. Pas vraiment, mais c'est proche. En fait, l'idée, c'est que le juif est la cause réelle des problèmes de la société. Tout simplement. Avec la peste, vous l'avez directement de plein fouet. On a brûlé les juifs, on en a tué, on a fait des pogroms simplement parce qu'on ne comprenait pas la peste. C'est chaud. Sans faire du jeu. Et il y a l'idée, en fait, que le juif ne veut pas du tout du bien, qui est reprise par un certain Alain Soral, je crois, de mémoire. Il empoisonne, il tue, il ment, il nous prive de nos richesses et il nous enlève en fait notre droit de jouer de nous-mêmes. Mais ce qui est plus rigolo, c'est qu'après le Moyen-Âge, ces éléments ils ne vont pas disparaître, ils vont prendre encore une nouvelle forme. Et ça, je pense que vous le connaissez un petit peu mieux, c'est le tournant contemporain, c'est-à-dire que c'est la récupération de l'histoire de tout ce qui s'est passé, l'idée de peuple élu, plus la faute des juifs, tout ce que je viens de dire. Et en fait, on en fait un complot de type mondial cette fois. Jusqu'ici, on avait des complots de type, à la limite, étatique, limités sur une nation, un territoire. Souvent sur des villes ou ce genre de choses. Et en fait, là, on passe à un passage qui est véritablement important. On accuse les Juifs de manière généralisée. On leur met en place une sorte de plan au niveau mondial. Et on va se baser en fait sur deux textes pour ça. On va utiliser un texte de Martin Luther, que vous devez connaître normalement, fondateur d'un des mouvements du protestantisme, qui écrit des Juifs et de leurs mensonges en 1543. Alors, ce texte, c'est pas un faux, c'est un véritable, et il crache son antisémitisme à la face des Juifs. C'est un problème de type religieux, c'est pas un type social ni quoi que ce soit, mais c'est dans l'air de temps. C'est une conséquence de tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Il faut comprendre que les gens ont intériorisé tout ce qui s'était passé avant, les causes, les phénomènes. Et ensuite, il y a le protocole des cercles de Sion. Je pense que ça, il y en a plein qui le connaissent. Ceux qui font de la zététique ou qui s'intéressent au conflit juif. Sauf que ça, c'est un faux. Et le problème, c'est qu'il a été fait en 1901 par un membre de la police secrète russe. Et le but était tout simplement, de convaincre les tsars de ne pas céder, de ne pas s'ouvrir en fait à la présence des juifs. Je vous passe les détails parce que c'est un petit peu complexe. Alors, pour information, déjà, baser son argumentaire sur deux textes uniquement, au niveau méthodologie, c'est très faible. Deuxièmement, il y a un petit souci, c'est que l'un des deux est faux. Donc au final, on se base sur un argumentaire qui n'a qu'un seul texte.
sais pas si vous imaginez un peu ce qu'on peut faire avec un seul texte pour se justifier. J'adorerais la capable. Et en fait, il y a un problème avec ça, c'est que on peut se dire que c'est quelque chose, c'est un texte faux, donc personne ne va le reprendre. On n'est pas des bêtes, on est intelligent. Vous connaissez Stop Mensonge? Stop Mensonge, vous connaissez? Chez Stop Mensonge, François Bleuez a dit la chose suivante à propos des protocoles de Sion. Le problème n'est pas si c'est un faux ou pas, c'est pourquoi beaucoup de choses vous donnent raison et à quoi cela sert-il. Rigueur continue-t-il. Le problème en fin c'est qu'on constate vraiment qu'avec ces deux textes, on passe directement à un complot de type mondial. Et en fait, on va avoir les protocoles de mondialisation, de globalisation qui vont apparaître au plus tôt à cette époque. Et en fait, on va suivre la même logique. Les complots vont se mondialiser et c'est là qu'on va véritablement venir l'idée des complots juifs mondiaux, peut-être qu'on les connaît actuellement. Et il y a un autre argumentaire qui va se créer. Il va y avoir cette idée d'argumentaire de la cause juive. Là, par contre, vous ne devez probablement pas connaître. L'argumentaire le plus récent dont se réclame Sora et Dieudonné. Il y a cet intérêt en partant donc la cause juive est à deux niveaux. Il y a l'idée que ça va être un peu tout ce que je vais dire. Il y a l'idée que l'extrémisme nazi n'est que l'aboutissement des idées juives. Ça peut paraître bizarre, mais en gros, l'idée de peuple élu aurait été plus ou moins retournée contre les juifs par les nazis qui s'en seraient emparés. Ça fait un peu mal, ça surprend un peu, mais en gros, certains ont compris la notion de peuple élu comme étant l'instigation d'une race première. Et les juifs ont été contrés, entre guillemets, par les nazis pour ça. Il y a une autre idée, c'est que il faut chercher à qui profite le crime. Et cela conduit à une nouvelle forme de théorie. Il y a une négation de la Shoah, qui ne serait qu'un mensonge pour aboutir à la création d'Israël. Puisque ça apparaît à partir de 1948, pas très longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une inversion du rapport cause-conséquence. Les Juifs ne sont plus les victimes. Ils sont les auteurs de leur propre crime. Et ça, c'est magique. Et il y a un autre problème, c'est qu'on y retrouve toute l'idée du Moyen-Âge, mais de manière beaucoup plus insidieuse. Si je vous dis actuellement, regardez bien, le Juif ne fait rien sans intérêt. C'est ce qui sert l'idée de cause juive. Le Juif aurait laissé faire la Shoah parce que ça lui permettait de récupérer son État d'Israël. Cet argumentaire est excessivement subtil, mais peut être présent chez des personnalités politiques, disons, très extrémistes. Le problème pour moi, en fin de compte, à ce niveau, c'est que... Tu peux passer. Voilà. Si je suis la même logique, un complotiste accuse des Juifs en affirmant qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a aucun argumentaire, aucune preuve, il n'y a pas de démonstration. C'est totalement gratuit. Sylvain parlait à un moment de dire, bon voilà, on vous affirme, on vous envoie des choses dans la gueule, vous n'avez pas le temps de les vérifier. L'argument du complot juif, c'est ça. Fondamentalement, actuellement, c'est ça. La cause juive, c'est ça. Le problème, c'est que, voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle des pompiers. Chaque fois qu'il y a un feu, ils sont les premiers sur le du feu. En silence. En fait, il faut voir directement que l'argumentaire, on s'en passe, la rigueur, on s'en passe, la méthode pour exprimer un antisémitisme, en fait, elle est simplement là depuis le début. C'est un argumentaire qui s'est réactualisé depuis l'Antiquité, qui s'est peaufiné, qui a évolué. Ça va permettre en fait une logique circulaire. S'il te plaît. Voilà. En fait, cette logique circulaire, c'est celle du juif qui est responsable des boucs émissaires depuis l'Antiquité. C'est réduit à ça. C'est cette plus simple expression-là. À aucun moment, on a dévié de cette ligne droite. On a simplement greffé des éléments autour pour leur donner un peu plus de poids. À la base, c'était la notion de peuple élu. Ensuite, ça a été, ils sont responsables des crimes ou de notre société au Moyen-Âge. Ensuite, c'est, c'est global, tout vient avec les nouveaux textes. On s'est rendu compte que oui, on avait des preuves, le protocole de suggestion, regardez, on sait, haha. En fait, non. Et ce qu'on retrouve à l'œuvre, c'est justement ça avec les 4000 juifs. À aucun moment, il y a une preuve que les juifs étaient absents. Si vous vous souvenez, l'information sort le 13 septembre. C'est affirmé librement. L'information est balancée, personne n'a vérifié, et en gros, on accuse les juifs, comme on dit, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est toujours cette idée de la cause juive. Pourquoi, selon vous? Pourquoi on accusait les juifs? À quoi ça sert le mythe? Il y a encore autre chose? Voilà.
Et le problème, en fin c'est que le juif, on a une mécompréhension de ce qu'il est depuis l'Antiquité. Et au final, ça en fait un bouc émissaire tout désigné. Il faut savoir aussi que cette idée de la cause juive, elle va être présente sur le mythe des 4000 personnes qui sont absentes. On va dire qu'en fait, ils avaient été prévenus par Mossad, parce que c'était le Mossad qui avait organisé le 11 septembre, dans l'intérêt de déclencher la guerre au Moyen-Orient pour pouvoir spolier les terres et agrandir son territoire. C'est bancal, mais voilà, c'est l'argumentaire qui était présent. Et il faut savoir du coup que c'est un argumentaire qui gangrène les relations géopolitiques à un point où on n'avait pas idée. Là, par exemple, ça a été au Moyen-Orient que ça s'est passé. C'est sur le World Trade Center. Pourtant, vous n'avez pas entendu parler quasiment en France. Alors qu'à côté de ça, avec la diffusion d'Internet, en 2004, on a un sociologue qui se voit opposer ce genre d'argument. On a des personnalités politiques qui n'hésitent pas à réutiliser ce genre de choses. On est tous à peu près au courant du complot juif mondial. On entend tous parler à un moment ou à un autre. Sauf qu'on est très peu à connaître véritablement de ce dont il s'agit. Et si vous vouliez retenir une seule chose, ce sera la chose suivante. En fait, le complot juif, c'est l'expression sans cesse réactualisée par divers éléments d'une incompréhension haineuse et sans fondement qui vise à trouver un bouc émissaire. Et c'est rien de plus. Demandez-vous à chaque fois qui on accuse. Pourquoi? Les argumentaires que vous verrez qui se disent anti-complotistes, des fois. Et vous verrez que Soral, Dieudonné, Marine Le Pen, d'autres personnes comme ça ont tendance à faire ça. C'est simplement l'expression d'un bouc émissaire. Généralement par une perte de repères sociaux. Voilà. J'espère avoir réussi à montrer en quelques minutes d'une idée floue d'un complot juif mondial, dont les gens ignorent véritablement de quoi il s'agit, au final que c'est quelque chose de plutôt simple à comprendre. Dense, je veux bien, mais plutôt simple. Et c'est justement ça toute la force du complot juif. C'est que c'est tellement simple que tout le monde peut y greffer ce qu'il veut. Il suffit simplement d'accuser les juifs. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y avait un complot assimilé dès l'Antiquité sur les Juifs? Alors l'idée de complot juif va apparaître en fait avec le fait que ce soit les Juifs qui aient tué Jésus, qui soient théicides en fait, mais pas avant. C'est un argumentaire qui n'est même pas vraiment repris en fait, qui sera repris a posteriori au niveau du Moyen-Âge. C'est un argument théologique pour lutter contre lui. Donc à la période de l'Antiquité, pendant l'Empire romain, ils n'étaient pas particulièrement plus mis à l'écart. Au niveau de l'Empire romain, en fait, ils bénéficient même d'un traitement de faveur. Ils n'ont pas à rendre le culte aux empereurs. Parce qu'on considère qu'ils ont une religion monothéiste et donc c'est incompatible avec l'empereur, mais ils sont intégrés à l'Empire. C'est un statut particulier, au contraire. Autre chose? Est-ce que le conflit juif actuellement en France ou en Europe est toujours aussi présent ou est-ce qu'il est pas en train de se faire remplacer par le bouc émissaire peut-être islamiste? Alors, c'est une excellente question, parce que j'ai eu un commentaire sur mon site qui est venu me défendre en fait l'argument de la thèse intérieure, pour m'expliquer ça. Et en fait, il m'a fait un gros pavé qui était vraiment très bien construit et tout. Et à la fin, il terminait, c'est un peu la situation des Juifs actuellement. Et il m'a expliqué en fait que c'était un peu la situation des Juifs actuellement. Ah non. Il m'expliquait du coup que voilà, le complot juif en était à ce point-là. Et il termine en disant, c'est un peu aussi ce que je reproche aux islamistes, aux musulmans. L'argumentaire est exactement le même. Vous remplacez juif par musulman, vous avez la même logique argumentative. Et c'est peut-être encore plus particulièrement présent, je dirais, avec la suite des éléments avec le Bataclan et tout ça. Voilà, mais du coup, dans le milieu, quand même, de l'extrême droite, est-ce que c'est plus rentable politiquement de taper sur peut-être un émissaire juif ou islamiste? Why don't you have both? Pourquoi on ne pourrait pas avoir les deux? En gros, quand il peut taper sur quelqu'un... Non, c'est interchangeable, on peut mettre les deux en même temps. Vous pouvez taper sur les Illuminati, allez-y, il n'y a pas de souci. Juste que pareil, je suis Illuminati, je vous dis. Mais clairement, allez-y, vous pouvez taper sur tout ce que vous mettez, vous changez le terme, c'est exactement la même logique. C'est une argumentaire suprémaciste, ils veulent nous dominer, ils font tout en secret, on nous cache tout, on nous spolie, on nous ment, on veut nous assassiner, pensez à nous chercher plein. Voilà. Autre chose? Moi j'ai une question là-haut. Je suis là-haut. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, donc vraiment ne voyez rien de... C'est juste que c'est quelque chose qui ressort et j'aimerais savoir quel est toi ton point de vue. C'est qu'en gros, si j'ai bien compris, tu dis qu'il y a des boucs émissaires, que souvent c'est des juifs et que
voilà, que les sociétés vont avoir tendance à opposer, mettre les juifs en tant que bouc émissaires. Après, ce que moi j'entends souvent, c'est oui, mais pourquoi c'est toujours les juifs les boucs émissaires? Alors là, on a parlé des musulmans qui seraient les boucs émissaires peut-être du moment. Je trouve ça assez vrai. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu fascinant dans l'idée. Alors c'est peut-être une construction, peut-être il y a eu plein de boucs émissaires différents. En fait, on ne focalise que sur les juifs. Ça vient mais tu de, vois, pourquoi il y a cette continuité-là? C'est ça en fait. Et en fait, on la retrouve cette idée de peuple élu. Ce sont les seuls à se dire peuple élu. D'accord, donc ça serait la seule raison qui... C'est vraiment le déclencheur, le point de départ. Okay. Moi je me dis, bon bah voilà, bonjour, je vous suis supérieur. Tout le monde va me détester. Sauf que c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je vous suis supérieur en hauteur. Mes compréhensions. Bah là c'est exactement pareil, sauf que c'est un argument théologique. C'est aussi simple que ça. C'est plus clair du coup? Ouais, enfin c'était pas tant, enfin c'était pour parler de cet argument qui ressort en fait. Les juifs, même au niveau de la religion chrétienne, après ils vont se mettre à taper sur les juifs parce que ils ont accumulé des richesses, donc ils deviennent un contre-pouvoir important. C'est aussi un monothéisme qui était présent bien avant, donc c'est vraiment un concurrent au bout d'un moment. Ça n'a pas été tout le temps, mais dans les phases en fait de perturbation, de perte de repères sociaux, c'est ce qui se passe. Oui. C'est marrant parce que je connais personnellement des théologiens catholiques et qui disent qu'ils sont juifs, que les chrétiens sont juifs. Ils sont juifs et chrétiens. C'est un peu compliqué. En fait, c'est l'idée que Jésus aurait été rabbin. Et donc que les juifs seraient donc des chrétiens en devenir, potentiellement. Il faut comprendre la chose d'une manière un peu plus complexe, c'est que il y a un point de différence entre les juifs, enfin la religion judaïque et la religion chrétienne. Les chrétiens ont eu leur Messie, ils ont eu Jésus. Les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Fils de Dieu ou le Messie. Donc ils sont toujours dans l'attente de la Messie. Donc ils ne sont pas chrétiens à ce moment-là. Les chrétiens, c'est pas à l'époque de Jésus, c'est les juifs qui ont pensé que leur Messie était Jésus. Pour une part, oui, mais pas que. C'est comme une branche en fait. Il y a eu justement ce glissement avec l'idée que du coup Jésus était rabbin et tout ça, qui connaissait la loi, le Talmud, la Torah. Mais il y a aussi énormément de citoyens romains qui étaient païens, qui se sont convertis, qui n'étaient pas du tout juifs à la base. Au départ, la religion chrétienne, c'est une religion juive qui s'est autonomisée, puis après des païens nous ont rejoints. À la base, c'est une secte, au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est pas forcément relié avec la religion hébraïque, c'est un mouvement de type sectaire. Ce sont des gens qui se regroupent sur des valeurs communes. Et il y a une religiosité qui se crée par rapport à ça. Ils reprennent le texte, ils reprennent l'Ancien Testament, voilà. Et ils diminuent tous les rituels et tout ça, donc ils créent une nouvelle religion. Sauf que ça apparaît bien après en fait. À la base, c'est quand ils ont besoin d'établir véritablement leur pouvoir de manière institutionnalisée. Ils vont admettre en fait que tout ce qui est l'Ancien Testament, qui est en fin de compte la Torah, le Talmud, c'est pas faux, mais qu'il y a des choses qui sont pas très bonnes dedans. Donc on va les éliminer, et après on va écrire véritablement à partir de la vie de Jésus, les évangiles. Et du coup, oui, c'est pour ça qu'il y a une grande proximité aussi avec les Juifs, mine de rien, tout au long du Moyen-Âge. Par rapport au Talmud, justement, c'est très souvent que les personnes qui croient au complot juif, ils nous parlent du Talmud en disant lisez le Talmud parce que c'est ça qui va vous montrer que les Juifs nous en veulent, etc. Alors, par rapport à ce Talmud, est-ce que tu as des infos? J'ai pas d'éléments sur ça. C'est comme dire que. Pourquoi ils se focalisent là-dessus absolument? Je sais que je n'ai pas de réponse, mais le Talmud, par définition. Tu peux lui donner le micro? Dans la tradition juive, le Talmud, par définition, donc c'est quand même un truc, un gros pavé, si c'est un sens, ne se contredit jamais. C'est-à-dire, tu peux dire tout et son inverse dans le Talmud, ce soit toujours valable. La tradition veut que Rashi, par exemple, peut dire un truc, et qu'un autre rabbin, 2 siècles plus tard, ajoute un élément, ça quand bien même ce serait contradictoire, ça n'enlève pas la parole de Rashi. Rashi est un des grands rabbins, pardon, du XIIe siècle de mémoire. En fait, il y a un argument à reprendre tout simplement par rapport à ça, c'est que les textes religieux peuvent dire tout et leur contraire. C'est présent dans la Bible, c'est présent au niveau de la Torah, c'est présent au niveau du Coran, et le problème c'est que c'est libre d'interprétation.
Dans le Coran, il y a ce qu'on appelle les versets, enfin sur l'épée en fait. C'est tout ce qui va prôner l'intolérance. Sauf que c'est quoi? Ça va être un petit passage. Les gens vont se focaliser là-dessus pour essayer de t'expliquer que bah si ils sont intolérants, ils veulent tuer les infidèles, genre de choses. Sauf que c'est un passage, genre c'est même pas un feuillet sur le bouquin complet. C'est pareil pour la Torah. Tu peux avoir à un moment quelqu'un qui va lire la Torah, qui va te faire un commentaire, parce qu'il y a les commentaires en fait de la Torah, et ils vont se dire bon bah voilà, moi je comprends la chose comme ça, et il y a quelqu'un qui va dire ah bah moi je choisis la version de Talmud parce que ça me convient. C'est un biais de confirmation et un chef de pays. Pour faire simple. C'est bon? Autre chose? Une dernière chose, du côté des Juifs, est-ce que chez eux, il y a des Juifs, il y a des boucs émissaires aussi un peu d'équivalent sur d'autres religions? Ça serait un peu l'arroseur arrosé. Après, il suffit de regarder ce qui se passe en Israël et Palestine, je pense qu'il y a un bon élément de réponse. Mais là, c'est franc, mais là, c'est ouvert. Oui, ça n'empêche pas que ce sont des boucs émissaires. Les Palestiniens, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont pas besoin de faire un bouc émissaire comme ça caché, ils ont rien mis. Le bouc émissaire n'est pas forcément caché. La preuve du complot juif, tout le monde le sait. Voilà. Merci à toi pour être venu nous voir. Il a dit qu'il a pris le bus de nuit et qu'il a fait toute une nuit de bus pour nous rendre visite. C'est très sympa de sa part. Merci. Très content de l'accueillir. Ouais. On va passer à la troisième partie. C'est Manon qui va lancer le jeu. Ce qu'on propose,